Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, je reçois l'auteur Richard Sainte-Marie. Bonjour, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Et Richard, j'ai envie de te présenter aux auditeurs de l'émission. Alors, t'es né à Québec en 1945. Oui. 30 ans de carrière à l'École de l'art visuel de l'Université Laval. Oui, comme professeur à l'École des arts visuels de l'Université Laval. Oui, j'ai commencé en 70. Et t'as pris ta retraite en 2000. En 2000, oui. Et tu as fait plein d'œuvres que tu as exposées dans à peu près 70 expositions un peu partout à travers le monde. À peu près 2 par année, oui, comme ça pendant 30 ans, oui. Faut le faire quand même, hein? Oui. Il y a certaines expositions qui étaient collectives, donc c'est moins de travail, mais des expositions individuelles de juste mes affaires, j'en ai fait peut-être une dizaine sur 30 ans, ce qui est aussi pas mal. Quel genre d'œuvre, dans quel courant? Ça a changé beaucoup. Au début, je faisais de la sculpture. J'étais l'assistant de Ulysse Comtois, qui est un sculpteur qui est mort maintenant. Et j'étais son assistant pendant les 5 premières années. J'ai fait de la sculpture, un peu à sa suite, des trucs qu'on manipulait en aluminium, en acier inoxydable. Après, j'ai eu une grande période de dessin. J'ai inventé des objets que je voudrais un jour fabriquer, mais qui n'ont jamais été ou presque jamais fabriqués. Donc, c'est devenu des dessins. J'ai eu une grande période de dessin. J'ai fait des autoportraits, grandeur nature pendant plusieurs années. Puis j'ai fini ma carrière de prof comme prof en informatique graphique, parce que là c'était dans les années 90 là, avec Photoshop, tout ce qui est sorti, les ordinateurs et tout ça. Donc j'avais, comme on dit, j'avais une page d'avance sur les étudiants. J'ai étudié ça, la faculté nous avait payé des cours. Puis après j'ai enseigné ça les dernières années, c'était ça. Alors, plus de 50 ans dans le domaine. Oui, ben c'est ça, j'ai 68 ans, ça va être ma fête bientôt, là. Je vais avoir 69 depuis... je fais du dessin depuis que je suis tout petit garçon. Ouais, j'ai jamais arrêté, alors c'est ça. Mais là, depuis que j'écris, faut dire que ça a été mis de côté. Et tu as fait de la radio de 2002 à 2010? Oui, c'était un plaisir. À CKRL? CKRL, la radio communautaire à Québec, oui. C'est des entrevues avec des gens qui étaient dans le domaine artistique. Les dernières années, oui, j'ai fait avec mon ami Jean-Pierre Guy. On a fait 4 ans ensemble en duo. On interviewait des artistes en art visuel, mais aussi des directeurs de musées, des directeurs de sections dans les musées, des collectionneurs, des historiens, des artistes, surtout 606 personnes différentes en 4 ans. Fait qu'il y en a qui sont venus plusieurs fois, donc peut-être 1000 interviews d'artistes en art visuel. Puis les artistes en art visuel, ils ont quelque chose à dire. C'est les moins bien aimés des médias, mais parce que je sais pas pourquoi ils font peur aux médias. Les écrivains font pas peur aux médias, mais les artistes en art visuel sont pas souvent invités. On n'a pas souvent l'occasion de les entendre. Puis nous, on a prouvé, Jean-Pierre et moi, que les artistes en art visuel sont intéressants, ils ont des choses à dire. On avait des coups de fil à la station, des fois, les gens disaient « Ah, on savait pas que c'est fait comme ça. Ah, ils sont intéressants, mon Dieu, oui, puis ils sont simples. » Puis là, ça fait avancer les choses. Ben oui, parce que souvent, c'est parce qu'on le connaît pas, qu'on le découvre pas. Exactement. Puis les galeries, ça fait peur un peu aux gens. On sait pas si on est bienvenu dans ces lieux-là. Ben oui, c'est comme un commerce comme un autre. On pense que c'est pour plus un volet un peu plus intellectuel, des gens plus spécialisés. C'est ça. Des fois aussi, il faut dire qu'il y a certaines expositions qui sont difficiles à comprendre. Et même pour moi, un professionnel, j'ai passé ma vie là-dedans. Des fois, j'entre dans une galerie, j'aime pas ça, je comprends pas. Alors, même à moi, alors je comprends le public, là. Mais c'est ça, la radio, ça aidait à donner la parole. Moi, je pensais faire de la radio, comme tous ceux qui commencent à faire la radio, je pensais que faire la radio, c'était prendre la parole. Mais c'est bien plus le fun de la donner, la parole. Ben oui. Comme tu fais, tu vois, à chaque semaine, donner la parole aux gens qui l'ont pas, surtout. On essaye le plus possible. Oui, c'est ça. Et tu as été musicien pendant plusieurs années, dont pour le Cirque du Soleil. Oui, ça, c'est le dernier engagement que j'ai fait. Moi, quand j'étais tout petit, je jouais de la clarinette. Après ça, j'ai payé mes études aux Beaux-Arts en jouant dans les bars-salons, là. On faisait le hit parade américain, puis le palmarès français. On faisait de la musique d'hôtel. Dans le temps que dans tous les hôtels partout au Québec, il y avait des orchestres. Maintenant, il y a des DJ, là, il y a moins d'orchestres. C'était assez pour gagner ma vie, vraiment. Là. J'ai payé mes études avec ça. Puis un jour, on m'a invité, des gens que je connaissais pas, ils m'ont invité à venir jouer avec eux autres dans la rue.
Ça, j'ai dit, ben, ça, je veux faire ça. C'est un rêve de jouer dans la rue pour les gens. Alors, on a commencé, ça s'appelait la Fanfaphonie. C'est un petit groupe de musiciens. On était 8, dont il y avait 2 filles avec nous. Ça, c'est un plus. Parce qu'il y avait Martine qui avait 16 ans. Hélène avait 20 ans. Moi, j'en avais 35. Les autres musiciens avaient 25, 27. Mais la présence des filles pour jouer dans la rue, c'est un plus parce que c'est pour approcher les gens, approcher les enfants. Puis là, les filles nous ont montré à se maquiller, à se mettre beau. On était beau, on était bon. Puis ça, c'était un plaisir. Puis j'ai joué en Europe dans des tournées, puis ici au Québec. Puis on était les premiers musiciens du Cirque du Soleil en 84. Quand le cirque a été fondé, ben tout de suite, Guy a pensé à nous parce qu'on se connaissait, puis on jouait dans les mêmes talles. Alors, j'étais musicien pour le cirque et là, après ça, j'ai arrêté la musique parce que j'enseignais à l'université. Je pouvais pas faire les deux ben longtemps. Il fallait que je choisisse. Mais est-ce que l'écriture est arrivée très tôt dans ta vie? Ben, j'écrivais pour l'université, justement, des choses savantes. J'ai écrit des choses en estampes. J'ai écrit avec Nicole Malenfant, j'ai coécrit le code d'éthique de l'estampe. C'est ça qui définit comment on doit appeler les choses, comment on doit signer, comment on doit numéroter. Puis on explique dans ce livre-là toutes les techniques de gravure. Puis grâce à nous, on introduit l'estampe informatique, l'estampe numérique maintenant, comme la gravure, au même titre que la gravure. Et ça fait autorité, ce code d'éthique-là, partout, dans les ateliers, partout même dans le monde. Et puis j'ai écrit aussi des articles dans des revues en art. Et j'ai écrit un manuel scolaire en sculpture. Mais donc des choses savantes. J'écrivais ce que je savais ou ce que j'avais appris. Puis tranquillement, j'ai écrit ce que je pensais avec certaines opinions. Puis tout d'un coup, ben j'ai écrit ce que j'inventais. C'est comme une progression entre le savant, le vrai, aller jusqu'au faux, jusqu'aux menteries. Les livres, c'est tout des menteries, là. Parce que tu dis en plus de toi que tu es un menteur et un voleur. Ouais. Mais je veux que tu expliques aux auditeurs pourquoi, là. Ben moi, je pense que tous les écrivains sont des voleurs et des menteurs. Moi, depuis le début, je pique des phrases aux gens. Des fois, j'entends une phrase, oh mon Dieu. Je l'écris, puis je la garde, puis après ça, je l'écris dans un livre. Mes petits-enfants ont inventé des mots, je m'en suis servi. Des expressions aussi. Bon. Et aussi, écrire, c'est piquer des choses dans la vie des autres aussi. On regarde autour de nous, les gens vivent. Moi, je fais ça depuis que je suis tout petit, là. Je voulais être psychiatre quand j'avais 16 ans, oui. Mais donc, le côté psychologique, ça m'intéresse. Pourquoi cette personne-là agit comme ça? Pourquoi il se fâche là? Puis pourquoi il dit ça? Puis pourquoi il agit comme ça avec sa sœur ou avec ses parents? J'ai toujours... même dans les choses qu'on voit à la télévision, les criminels, tout le monde saute sur le dos du criminel. Moi, j'ai toujours tendance à dire, moi, mais attention, pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui l'a amené jusque-là? C'est quelle sorte d'enfance, etc. Ça, c'est sûr, là, dans un livre que j'ai ici, là, il y en a des questions de ça, justement. Mais donc, je pique des situations, puis je pique des mots, puis je pique des situations, des faits vécus, je les mélange toutes. Puis j'invente une histoire avec ça. Puis j'invente donc des menteries. C'est pas vrai. Il était une fois, ben c'est ça, là. Une fois, c'est un gars, comme dit la Tulipe, là. Mais il était une fois, c'est toujours ça, un livre, pour moi. Mais les mots sont extrêmement importants. Je pense qu'on va en parler aujourd'hui ensemble. Mais ben oui. Donc les mots sont importants. Puis des fois, il y a des gens qui disent des choses... T'entends ça, tu dis, mon Dieu, ça vaut 1000 piastres. Et la narration est vraiment au premier plan dans tes romans. Absolument. Ah, ça, je suis content que tu me dises ça, parce que moi, je pense comme Jean-François Beauchemin que les livres sont pas assez écrits. C'est-à-dire que les livres sont souvent dialogués. Les livres, surtout dans les histoires de crime et les histoires romans policiers, des fois, les livres ressemblent quasiment à des scénarios, là. Donc, les dialogues, ça va bien. Tu sais, c'est le parler de tous les jours. Mais une description, d'écrire un endroit ou une scène de crime ou un objet ou une personne, là, c'est pas un dialogue. Ça, c'est l'écriture, la narration.
raconter une histoire où il y a moins de dialogue. Alors ça, c'est vraiment de l'écriture. C'est ça qui m'intéresse le plus. C'est pour ça que dans mes livres, il y en a beaucoup. Il y a des dialogues aussi. Il faut en mettre aussi parce que trop de narration, ça ennuie aussi. Il faut penser au lecteur. Il faut pas l'ennuyer. Il faut qu'il y ait du plaisir. Il faut qu'il découvre des choses. Puis tout d'un coup, quand il y a de l'action, puis les personnages, quand ils parlent, on les voit. Hein? On les imagine. Puis leur façon de parler, les mots que je vais choisir à mettre dans leur bouche, c'est très important. Puis c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de niveaux de langage. Un voyou, ça parle pas comme un prof d'université. Un médecin, ça parle pas comme, je sais pas moi, un garagiste. Tu sais, chacun a son vocabulaire, sa façon de dire. Alors tout ça, c'est le travail d'écrivain, de travailler là-dessus. C'est ça notre matière, c'est les mots. Hein? Et je sais que, en lisant, en préparant l'entrevue, qu'après chacune des écritures du premier jet, tu relis toujours pour être sûr que, justement, le personnage et le langage qui est adapté. Oui. J'ai fait ça une fois parce que un jour, dans un de mes livres, je pense que c'est L'Inaveu, mon premier, Francine Pelletier, qui est auteure elle-même, mais qui travaille chez Alire aussi, qui fait de l'édition, elle m'avait dit, je trouve que tes personnages féministes se ressemblent un peu. Je dis, je n'avais pas remarqué ça quand on fait le livre. Hein? Alors, j'ai tout relu, juste quand c'était les filles qui parlaient. Puis j'ai dit, c'est vrai, ils parlent pareil. Là, j'ai fait des choses pour qu'ils changent un peu le langage. Il y en a une, c'était une présidente de compagnie. L'autre, c'est une ménagère. Donc, ils parlent pas pareil. Puis, je me suis appliqué à ce qu'on sache dans leur vocabulaire, ou dans leurs mots, dans leur vocabulaire, qui n'ont pas le même âge, qui font pas le même travail. Donc, des petites retouches, ça m'a pris un après-midi. Puis là, je les ai différenciés, juste avec quelques mots, une petite phrase rajoutée, et tout ça. Et ça, c'est important. Le lecteur, lui, quand il lit, il faut pas qu'il ait l'impression d'être toujours devant la même personne, même si elle change de nom. Hein? Même chose pour la petite fille. Il y a une petite fille de 8 ans. Là, j'ai regardé quand c'est la petite fille de 8 ans qui parlait chaque fois. Est-ce qu'une petite fille de 8 ans, j'en avais une maintenant 12 ans, là, mais est-ce que ça parle comme ça, une petite fille de 8 ans? Oui ou non? Alors, j'adaptais tout ça, jusqu'à temps que je sois content. Et ça, c'est un travail mécanique d'écrivain, là. C'est des heures et des heures de réparation, mais bizarrement, c'est ça qui me plaît le plus, même plus qu'inventer l'histoire. Et est-ce que tu fonctionnes avec des plans quand tu écris un roman, Richard? Pas tout le temps. Les premiers, j'ai commencé une phrase, puis on verra à la suite, un paragraphe. Et maintenant, là, je suis rendu à mon 4e. Là, je fais le plan d'avance, mais des fois, je le fais en même temps. C'est-à-dire que je fais le plan, je commence, là, j'avais au bout de 10 000 mots à peu près, là, j'ai vu à peu près où je m'en allais. Puis je connaissais pas la fin, mais j'ai dit, OK, là, c'est à peu près vers là, je m'en vais. Là, j'ai fait un plan pour l'avenir, quitte à changer si, en l'écrivant, il y a des choses qui arrivent qui sont plus intéressantes. Laisse faire le plan, puis fais autre chose. Puis je rajoute, des fois, je fais le plan en même temps. Et parce que c'est mieux quand même de savoir où on va. Le problème de partir comme R.J. Ellery, dont on va parler, lui-même, il part aussi à l'aventure sans plan. Et le problème, c'est que tu travailles pendant 10, 15, 20, 30 000 mots. Du coup, boum, il y a une clôture, il y a un barrage. T'es bloqué. Alors là, il faut défaire, comme défaire un tricot pour aller chercher la maille qui est échappée. Mais c'est pareil, il faut tout défaire ou réparer, ou bien rester bloqué pendant des jours, c'est pas drôle. Là. Est-ce que tu connais ta fin avant de commencer l'écriture? Pas tout le temps, mais elle se précise. Je pourrais dire, avant même de commencer le livre, moi, ce qui est important pour moi, c'est comme une espèce d'ambiance que j'ai dans ma tête. Là, je travaille là-dessus, tu sais, dans l'auto, en écoutant la télévision, là, n'importe où, là. En me promenant dans la forêt avec ma blonde, des fois, je pense à ça, tranquillement. Là, l'atmosphère se précise, mais elle reste toujours un peu floue. Je vois un peu le paysage, je vois un peu dans quelle sorte de maison ça se passerait, quelle sorte de personnage, es-tu vieux, es-tu jeune, comment il est habillé, mais c'est pas très précis, c'est un peu flou. Puis là, je commence à écrire quand c'est assez précis quand même là pour dire OK, let's go. Mais ça peut, ce truc de
d'ambiance-là, ça peut prendre des semaines, des mois, là. Même en écrivant un livre, je travaille dans ma tête sur le prochain, là. Puis là, quand je me mets à écrire, ben c'est ça, je pars à l'aventure, les premières pages, sans plan. Puis après ça, là, quand je sais à peu près où je vais, là, je vais commencer à faire un plan. Puis ça, le problème, c'est que c'est pas très productif. C'est comme Christine Brouillette, elle me disait, elle a un plan précis, là, il reste à l'écrire, à le rédiger. Quand son plan est fait, puis Martin Michaud, pareil. Oui. Hein, Martin, comme ça. Ils font un plan, puis après ça, il reste à le rédiger. Puis là, ça va vite. Tu peux rédiger en 6 semaines, je sais pas, en 1 mois. Mais moi, ça me prend 1 an. Parce que ça se fait en même temps. Mais je suis fait comme ça. Puis je peux pas, ça sert à rien de combattre ça. Puis je sais, parce qu'il y en a j'ai fait un plan, un livre que j'ai arrêté d'écrire. J'ai fait un plan précis, là, jusqu'à presque, je savais la fin exacte, tout. Ben, au bout d'1 mois, je me suis tanné. Ça marche pas. C'est pas une bonne idée. Si tu me permets, Richard, on va s'arrêter et on se reparle dans les prochains instants. OK.